Brigitte, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire quelque chose au sujet de Marie-Antoinette. Alors pour remettre un peu les choses dans le contexte, Marie-Antoinette Joseph Jeanne de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche, princesse de Bohême et de Hongrie, née le 2 novembre 1755 à Vienne en Autriche, est reine de France et de Navarre de 1774 à 1791, puis, étant donné le changement de régime en France, elle fut reine des Français de 1791 à 1792. Dernière reine de l'Ancien Régime, elle meurt guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. On nous dit dans sa fiche Wikipédia qu'elle est devenue dauphine de France le 16 mai 1770 à 14 ans par son mariage avec le dauphin Louis-Auguste de France, futur roi Louis XVI. Alors il faut préciser qu'à cette époque-là, alors c'est toujours le cas dans les familles royales, mais sans doute moins maintenant qu'autrefois. Autrefois, les familles royales, c'était vraiment elles qui détenaient le pouvoir. Elles tenaient les rênes d'un pays et elles détenaient le pouvoir dans le pays. Elles avaient en main le destin du pays et les enfants étaient, comment on pourrait dire, des instruments politiques. Par des mariages entre les enfants de telle et telle famille royale, eh bien, on pouvait soit éviter des guerres ou déjouer les ambitions de certains, soit à l'inverse s'en servir pour sa propre ambition avec le but de rapprochement de certaines puissances. Alors c'était le cas en ce qui concerne Marie-Antoinette. La France et l'Autriche étaient deux puissances importantes avec des familles royales importantes, et ces deux familles souhaitaient se rapprocher pour former un bloc contre la Prusse qui se développait et contre l'Angleterre. Donc c'est ce qu'on nous explique un peu dans cette fiche. Donc il n'était pas du tout question de savoir si le mari et la femme s'aimaient, s'appréciaient. Ça, on s'en fichait complètement. C'était pas le propos. Lorsqu'on faisait partie d'une famille royale, eh bien les enfants étaient des pions au service des ambitions et des stratégies. Alors il faut déjà comprendre ça pour comprendre aussi certaines choses. Alors je ne vais pas vous lire l'intégralité de sa fiche parce qu'elle est très très longue. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais j'en ai sélectionné quelques passages qui peut-être vont aider à comprendre le caractère, la personnalité de cette femme et puis surtout le contexte dans lequel elle a évolué. Alors on nous dit déjà que la cour d'Autriche était assez différente de la cour de France. En France, il y avait ce qu'on appelle l'étiquette, c'est-à-dire des us et coutumes. On ne faisait pas les choses n'importe comment, on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait. Lorsqu'on évoluait à la cour, dans la famille royale, les choses devaient se faire selon un certain protocole, il y avait des tas de choses à connaître, et puis ne pas suivre ça, c'était extrêmement mal vu, c'était commettre un impair, c'était ne pas être à la hauteur, etc. À la cour d'Autriche, c'était beaucoup plus simple. Les choses étaient plus détendues. Il y avait bien une étiquette aussi, mais on dirait maintenant que c'était plus cool. Alors qu'à la cour de France, au contraire, tout était très codifié. On nous dit que la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, comme tous les souverains de l'époque, met le mariage de ses enfants au service de sa politique diplomatique. Après des siècles de guerre, celle-ci vise à réconcilier les maisons d'Autriche et de France dans le contexte de renversement des alliances et de la fin de la guerre de 7 ans, et faire face ainsi aux ambitions conjointes de la Prusse et de la Grande-Bretagne. C'est ce que je vous disais à l'instant. Alors donc, les familles royales de France et d'Autriche préparent le mariage du dauphin de France, c'est-à-dire celui qui est appelé à devenir roi de France, et de Marie-Antoinette. Les choses se préparent et le 19 avril 1770, on célèbre le mariage par procuration, c'est-à-dire que les mariés ne sont pas là
l'un côté de l'autre pour qu'ils soient unis. On célèbre le mariage à distance, si vous voulez. C'est-à-dire que les futurs mariés ne se connaissent même pas. Ils n'ont pas le choix, on leur dit, donc très jeunes, on leur dit, ton mari ou ta femme, ça sera telle personne. Il n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer la personne, c'est un enjeu politique, c'est comme ça. Donc le mariage est célébré par procuration à 5 heures du soir dans l'église des Augustins. 2 jours plus tard, le 21 avril, au petit matin, Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, la benjamine de la famille impériale, âgée de 14 ans et 5 mois, quitte définitivement la Vienne et l'Autriche pour se rendre en France et aller vivre avec son mari, le futur roi de France. Alors on nous dit également dans sa fiche Wikipédia que lorsqu'elle est née, Marie-Antoinette, il y a eu un grand malheur qui est arrivé, alors pas en Autriche, au Portugal, dans les jours avant ou après, quelques jours avant ou après, il y a eu un épouvantable tremblement de terre qui a fait beaucoup de victimes et de dommages. Et on a vu ça comme un signe naturel. Alors pas tout le monde, mais beaucoup de gens à cette époque se sont dit c'est pas très bon, c'est un mauvais présage, comme l'aurait été une éclipse ou des événements naturels de ce genre. Alors pour en revenir à Marie-Antoinette, elle quitte donc son Autriche natale, elle n'a que 14 ans, elle a été mariée à distance à celui qui deviendra le roi de France. Alors il faut voir aussi que dans son éducation, à cette époque-là, en Autriche, eh bien, les filles, on ne leur apprenait pas les choses politiques, ni l'administration d'un pays. C'était des femmes, donc on leur apprenait à bien se tenir, à être élégantes, à être jolies, et puis à faire des choses complètement frivoles, à s'occuper de décoration, de toilettes, etc. Ce genre de choses. Et c'est là-dedans qu'on les a éduquées. On leur a dit, mais il faut... non, ça fait partie des obligations d'une femme de votre rang, d'être toujours convenable, d'être toujours bien habillée, et puis de connaître la musique, de connaître la danse, d'avoir du goût, de savoir décorer un intérieur, etc. Alors, par contre, au niveau politique, au niveau stratégie, zéro. On ne leur apprenait rien de ce genre-là. On estimait que c'était les choses des hommes et pas des femmes. Alors plus tard, des gens qui ne l'aimaient pas diront qu'elle a tout fait pour essayer d'influencer la politique de Louis XVI. Alors elle a parfois essayé, mais on sait maintenant que c'était très maladroit et très mal construit et qu'en fait elle a eu très peu d'influence. La voilà donc partie pour la France et on nous dit sur la route, tous les habitants des campagnes abandonnent leurs travaux pour venir la saluer, cela du côté français. Les chemins sont jonchés de fleurs, les jeunes filles dans leur plus belle parure présentent leur bouquet à la dauphine, puisque c'est l'épouse du dauphin, qui sourit à la naïveté des unes et daigne répondre aux compliments des autres, et les accueille tous avec bonté. À 20 lieues de Strasbourg, les habitants des villages voisins se sont rassemblés. On entendait de toutes parts retentir les cris « Vive la Dauphine ! Vive le Dauphin !» Le chemin était obstrué par la foule, les stores de sa voiture étaient levés et tous les spectateurs pouvaient contempler à loisir sa beauté, son sourire enchanteur, sa douce physionomie. De jeunes paysans se disaient l'un à l'autre « Qu'est-ce qu'elle est jolie, notre Dauphine !» Alors, un peu plus tard, le soir du 30 mai 1770, donc à peu près un peu plus d'un mois plus tard, donc Marie-Antoinette est arrivée en France, elle a fait connaissance de son mari, et on nous dit donc que le soir du 30 mai 1770, place Louis XV, à Paris, on fête le mariage princier, et donc à cette occasion on tire un feu d'artifice. Malheureusement, là encore, un drame se produit. Une fusée tombe sur les pièces d'artifice destinées au bouquet final et crée un incendie et une véritable panique qui vont conduire à la mort de plusieurs centaines de victimes. Alors 131 selon les chiffres officiels, mais on pense qu'en réalité il y en a eu beaucoup plus, il y en aurait eu autour de 400. On nous dit que le dauphin et la dauphine, donc le futur Louis XVI,
et Marie-Antoinette qui n'avaient que 15 ans à l'époque, ont été bouleversés par ce drame et ils ont financé sur leur argent personnel une aide importante aux victimes et à leurs familles. Alors à peine arrivée, la dauphine se rend plus ou moins compte qu'à la cour, eh bien, c'est un peu engeance et manigance. Chacun essaye de comploter pour essayer de défendre ses intérêts contre les uns, les autres, etc. Et puis elle a eu le malheur, dès son arrivée, de faire quelques faux pas au niveau de l'étiquette, et ça a été d'emblée très mal vu. Alors il y avait déjà des gens qui la voyaient d'un très mauvais œil, et parmi ces personnes, on va trouver la comtesse du Barry, c'est-à-dire la femme pas officielle, mais on pourrait dire la concubine, on pourrait dire ça comme ça, la maîtresse du roi. Pendant les premiers temps, donc, eh bien, la dauphine Marie-Antoinette va refuser de parler à la comtesse du Barry, qu'elle sait hostile, elle sait qu'elle lui est hostile, et puis elle ne connaît rien de la cour, rien de l'étiquette, elle ne sait pas trop quoi lui dire, donc elle préfère ne pas trop lui parler, ne pas trop la voir. Mais Louis XV va un peu lui forcer la main, va lui dire ben si, tu peux pas l'ignorer, tu peux pas l'éviter, il faut absolument lui parler. Et donc, elle a été également poussée par sa mère depuis l'Autriche et un diplomate autrichien qui lui ont dit, grosso modo, tu ne peux pas l'ignorer, tu ne peux pas rester silencieuse, il faut, même si vous ne vous appréciez pas, il faut quand même vous parler, c'est obligatoire. On ne peut pas rester muré dans le silence. Donc, eh bien, elle va tenter, mais alors très maladroitement, de lui parler. Elle va lui dire quelques mots qui vont déclencher une véritable risée partout. Elle va commencer par lui dire ceci. Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. On est confondu devant la naïveté, la niaiserie de ses propos. Alors on peut peut-être y voir quelqu'un qui ne savait pas trop comment entrer en matière, qui ne savait pas trop quoi dire, et qui voilà, a dit ça, et puis tout le monde en a rigolé, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'elle est niaise, ça n'a aucun sens, en fait ça ne parle de rien du tout, ça n'est pas du tout intéressant, ce sont vraiment de très mauvais débuts. Et Marie-Antoinette, nous dit-on, ressortira humiliée de cet incident, surtout que les dames de la cour verront dans son attitude un acte de haute trahison. Dans sa cour personnelle, certains lui avaient dit « Oh, faut surtout pas parler à la comtesse du Barry, elle ne vous aime pas, elle utilisera tout ce que vous dites contre vous, donc ne lui parlez pas. » Eh bien, on lui a forcé la main et donc elle lui a parlé quand même. Eh bien, grand mal lui en a pris puisque voilà, ça s'est retourné immédiatement contre elle. Et donc elle dira, Marie-Antoinette, j'ai parlé une fois, mais je suis bien décidée à en rester là. Et cette femme n'entendra plus le son de ma voix. Voilà, voilà. Ça commence pas terrible. Alors ensuite, le roi décède. Et donc Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre à 18 ans. Alors on nous dit qu'à cette époque-là, 4 ans plus tard, 4 ans après son mariage, il n'y a toujours pas d'héritier. Alors ça fait partie des choses qui vont répandre des tas de rumeurs, le fait qu'il n'ait pas d'enfant. Le couple royal n'a pas d'enfant. Alors le couple du dauphin et de la dauphine qui vont devenir le couple royal. Eh bien, voilà, on sait que le mariage n'a pas été consommé tout de suite. Alors, bien sûr, on accuse l'un, on accuse l'autre. Et puis, vous savez comment c'est dans le peuple. On le sait, nous, maintenant, par rapport à ceux qui nous gouvernent. Eh bien, à l'époque, c'était pareil. On est prompt à bien se moquer d'eux. Alors on va dire du dauphin qu'il n'est pas équipé pour ou qu'il ne sait pas s'y prendre. On va dire de la dauphine qu'elle ne sait pas s'y prendre non plus et puis que finalement elle va peut-être voir ailleurs. Enfin bref, qu'elle est incapable
de porter un enfant, enfin bref, ça part dans tous les sens. Et ils s'en prennent, on pourrait dire maintenant, plein la figure, l'un et l'autre, à cause de ce fait-là. Alors on nous dit que assez rapidement, Marie-Antoinette va cristalliser en fait tous les reproches. On la considère comme une étrangère, une rapportée. On voit très bien, on constate très bien, elle-même n'en fait pas mystère, elle ne se sent pas très bien à la cour royale. L'étiquette, ça l'ennuie, elle n'en connaît pas tous les codes, et puis ça l'agace, elle n'aime pas ça. Elle, ce qu'elle aime, c'est vivre une vie beaucoup plus libre, elle aime s'amuser, elle aime rire, elle aime faire des tas de choses qu'on lui a appris à faire lorsqu'elle était en Autriche, en fait, d'avoir une vie de loisirs, d'amusement, de choses un peu frivoles, mais en France, ça ne passe pas. Alors surtout qu'en France, la situation politique se tend, et on voit que cette dame donne beaucoup de réceptions, fait faire des choses très coûteuses, et donc on lui met sur le dos le fait qu'elle contribue au déficit des finances françaises. On va l'appeler d'ailleurs Madame Déficit. Alors on saura plus tard que c'est vrai qu'elle a vécu une vie assez frivole, avec des choses qui ont coûté cher, mais pas plus que les autres couples royaux avant elle. Ça a été estimé et on s'est rendu compte que finalement ça coûtait pas plus cher que les femmes qui l'avaient précédée. Mais à cette époque-là, vous savez comment c'est, quand tout va bien, eh bien tout va bien, on passe sur les dépenses tant que ça n'a pas d'incidence, mais lorsque tout va mal, eh bien il faut désigner des coupables. On nous dit que dès qu'elle a accédé au trône en tant que reine, il y a eu une véritable cabale qui s'est montée contre elle. Des pamphlets ont circulé, des chansons hostiles et même des textes, alors avec un mot je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire sur YouTube, des pamphlets parlant de sa vie intime en dessous de la ceinture, qui sont carrément orduriers, nous dit-on. Ces déboires conjugaux étant publics, c'est-à-dire la difficulté à avoir des enfants, alors on sait que Louis XVI, comment on pourrait le dire? Alors certains ont dit qu'il avait un problème biologique de ce côté-là. Alors non, puisqu'ils ont eu par la suite, ils ont réussi à concevoir un enfant, donc c'était pas le problème. Mais Louis XVI d'abord était assez gauche, ne savait pas trop comment s'y prendre avec les femmes, apparemment. Et puis en plus, il aimait pas ça, c'était pas son truc. La gaudriole, les galipettes, c'était pas son truc. Lui, il aimait autre chose. Donc, en plus, c'était pas son épouse, c'était quelqu'un qu'il n'avait pas choisi. Apparemment, on peut pas dire qu'il avait beaucoup de sentiments pour cette femme, qui avait un caractère très très différent du sien. Donc, allez-y, vous, hein, on vous met quelqu'un sous le nez, on vous dit, tiens, voilà, ça c'est ta femme, et puis maintenant, voilà, au boulot, allez hop, au lit tous les deux, et puis tout le monde vous regarde et tout le monde attend. Il y a de quoi bloquer quelqu'un, hein, n'est-ce pas? Il y a de quoi dire, non, je veux pas, j'ai pas envie, et j'irai pas, hein, j'irai pas au boulot. C'est un peu ça, l'idée. Alors on nous dit que les déboires conjugaux donc, de ce couple étaient publics. Le mariage entre elle et Louis XVI met 7 ans à être consommé, alors que le charme de Marie-Antoinette était évident et qu'elle affichait une certaine liberté de ton. C'était quelqu'un qui aimait les choses frivoles, qui aimait la vie facile et ne s'en cachait pas. Pour elle, c'était pas un crime, elle voyait pas pourquoi on devait être très raide, suivre des codes sociaux rébarbatifs, c'était pas ce qu'elle aimait. Et donc très vite, on l'a accusée d'avoir des amants ou même des maîtresses. En fait, on l'accusait de tout et de rien, et plus ça allait loin dans le côté ordurier, plus le peuple s'en réjouissait. On faisait circuler des pamphlets érotiques, on l'accusait de dilapider l'argent public en frivolité, des robes, des parfums, ou même de dépenser l'argent pour ses favoris. On l'accusait même de faire le jeu de l'Autriche,
Parce qu'à cette époque-là, eh bien, en fait, les relations entre l'Autriche et la France n'étaient plus au beau fixe, et on l'a accusé d'être grosso modo un agent infiltré qui était là pour dilapider l'argent de la France et faire chuter la France. Alors on nous dit que c'était vrai que Marie-Antoinette avait beaucoup d'amis, aimait bien s'amuser, aimait bien aller par exemple à l'opéra la nuit. Alors on l'a carrément de façon symbolique clouée au pilori comme une nymphomane perverse. Et en fait, on prétend qu'elle a un érotisme insatiable. Elle est décrite comme une femme qui se donne à tout le monde, qui a l'habitude à Trianon, au Trianon, d'épuiser quotidiennement plusieurs hommes et plusieurs femmes pour satisfaire sa diabolique lubricité. C'est vous dire à quel point on l'a traîné dans la boue. De plus, le couple royal n'arrive pas à procréer, ce qui alimente les rumeurs sur à la fois l'impuissance de Louis XVI ou la stérilité de Marie-Antoinette. Des rumeurs évidemment généreusement répandues par exemple, le comte de Provence, successeur potentiel de son frère. Donc il y avait tout intérêt à ce que ce couple-là soit dégommé et soit sali, qui se juge plus apte à gouverner. On nous dit le roi Louis se révèle en fait inexpérimenté, intimidé par sa femme avec qui il ne s'entend pas et par l'atmosphère mesquine de la cour. De son côté, la reine Marie-Antoinette n'est pas du tout attirée par son époux, elle se montre réticente à accomplir son devoir conjugal. Alors on voit que très vite, voilà, ça tourne un peu au désastre, ce couple royal, c'est très très mal parti. Alors la mère de Marie-Antoinette, craignant pour la survie de l'alliance franco-autrichienne et craignant que sa fille puisse être répudiée, elle va très vite envoyer en catastrophe le frère de Marie-Antoinette, donc son fils à elle, à l'impératrice, à la cour de France pour essayer de débrouiller cette embrouille, savoir ce qui ne va pas et trouver des solutions. Eh bien, ce frère va faire des merveilles puisqu'un an plus tard, le couple donnera naissance à sa première fille, Marie-Thérèse Charlotte. Mais, là encore, a priori, ça arrange tout. Eh bien non, puisque il y a eu tant de temps avant que cette naissance arrive. Bien sûr, dans la population et dans l'entourage de ceux qui n'apprécient pas Marie-Antoinette, évidemment, on dit bien sûr, c'est pas lui qui est le père, forcément, puisque lui, apparemment, il n'y arrive pas. Donc, eh bien, la rumeur apparaît comme quoi l'enfant serait un bâtard. Alors maintenant, on a moins ces notions-là, mais donc que le roi ne serait pas le père. Alors beaucoup accusent Marie-Antoinette de légèreté, à commencer par sa propre mère, qui dit « Elle aime seulement se divertir ». Marie-Antoinette aime le théâtre, la comédie, le jeu, par exemple le tric-trac ou le billard. Elle aime la danse, elle aime la musique, elle aime la chasse également. On dit qu'elle monte très bien à cheval. Elle aime les toilettes. Alors quand on dit toilette, c'est un mot un peu désuet maintenant. Il s'agit des vêtements, des habits. Pour le choix de ses tenues, elle bénéficie de conseils de spécialistes, pour les parfums également, pour les coiffures. Elle aime les voyages dans différents châteaux de la cour autour de Paris. Elle aime l'aménagement intérieur et la décoration. Elle aime la lecture également. Et donc, dans la population, on lui passe difficilement ses bals et ses soirées dansantes chez ses amis ou ses beaux-frères. On ne lui pardonne pas de participer à des bals masqués à l'opéra, jugé inconvenant pour une reine de France. Grosso modo, on l'accuse d'être beaucoup trop frivole par rapport à son rang. Malheureusement, elle en raffole. Elle s'y fait conduire plusieurs fois pendant le carnaval. On lui reproche également sa passion du jeu. Tous les soirs, elle joue au pharaon jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. L'opinion publique lui fait grief de ses goûts dispendieux en matière de toilette et de réception. Elle aime les toilettes, c'est vrai, mais ses fournisseurs en profitent aussi abusivement. Pour les réceptions et les voyages, Marie-Antoinette manifeste parfois des exigences coûteuses. La reine agit de même pour les aménagements et les décorations de ses appartements.
Et puis avec elle, elle est un peu impatiente. Tout doit être fait et tout de suite. C'est un peu une capricieuse. Donc elle ne s'occupe pas de ce que ça va coûter. Alors, elle n'aime pas beaucoup la cour, elle n'aime pas beaucoup l'étiquette de la cour, elle n'aime pas beaucoup son sérieux, elle préfère des choses plus légères et elle préfère vivre loin de la pompe monarchique, échapper à la tyrannie de l'étiquette, abandonner les fastueux mais encombrants habits de la cour pour une robe de percale blanche, un fichu de gaze et un chapeau de paille. Tout cela fait le bonheur de Marie-Antoinette. Et donc, elle s'est fait construire, pas très loin du Trianon, ce qu'on appelle le hameau. En fait, c'est créer de toutes pièces, recréer de toutes pièces, un village de campagne. Et ont été invités à y habiter eh bien, des paysans. Et elle aime y aller pour regarder comment on traite les vaches, par exemple, ou regarder pêcher dans un lac. Voilà, elle aime ce genre de choses. Alors évidemment, ça aussi, ça passe assez mal dans la population. On nous dit qu'elle s'est entourée d'une cour d'amis vite qualifiés de favoris. Alors évidemment, le fait d'avoir des préférés, ça n'a pas du tout plu à d'autres personnes influentes de la cour qui estiment être lésées et qui donc, bien sûr, très vite vont répandre des rumeurs malsaines, des rumeurs pas très sympathiques à son sujet. Alors on nous dit ici, au total, les dépenses de la cour ne représentent que 7% du budget du royaume, et c'est-à-dire à peu près l'équivalent des règnes précédents. Donc même si à l'époque on a pu dire qu'elle dépensait beaucoup, c'était peut-être le cas, mais c'était pas plus que les autres l'avaient fait avant elle. Alors tout cela va répandre une image de femme comment dire, pas du tout à la hauteur de sa fonction. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Elle ne cherchait pas trop à se mêler de politique. Les fois où elle essayait de le faire, on sait que ça a été assez maladroit et que finalement, elle n'a pas eu beaucoup d'influence. Mais elle avait été élevée dans le fait, dans l'idée qu'une femme ne devait surtout pas se mêler de politique, mais devait se consacrer à des choses superficielles. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'elle a fait. Elle a suivi son éducation. Malheureusement donc, ça s'est mal fini pour elle. On sait que ça s'est fini sur l'échafaud, ou du moins à la guillotine. Elle aura quand même des mots que je trouve très émouvants, voire déchirants, entre le moment où elle a été condamnée et le moment où elle a été exécutée. Elle dira ceci. Parce qu'on l'accusait en fait d'être sans foi ni loi, sans morale, sans religion, d'être une dépravée, etc. Alors bien sûr, sans preuve concrète, mais bon, vous savez ce que c'est, la rumeur, ça se répand. Mais elle dira cela, avant de mourir, elle dira « Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, celle où j'ai été élevée et que j'ai toujours professée. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux ainsi que ceux que je fais depuis longtemps pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous, ma sœur en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. » Et Dieu sait qu'on lui a fait du mal, on l'a traité de tous les noms, on l'a sali, on s'est acharné sur elle dans ses derniers jours pour essayer de la brimer le plus possible, de la vexer le plus possible, la séparer le plus possible de ceux qu'elle aimait, et puis finalement mettre fin à sa vie. Donc voilà pour quelques faits concernant Marie-Antoinette. On peut maintenant regarder son ciel de naissance pour essayer également de comprendre sa personnalité ou son caractère. Alors on voit que née en novembre, c'est pas étonnant, elle avait donc le soleil en scorpion, le scorpion signe de crise, signe de drame parfois. Eh bien, ça s'est avéré dans son cas. Ce soleil en scorpion est conjoint à Vénus. Vénus, la planète des plaisirs, la planète du beau, la planète des frivolités, entre autres, de l'art, etc.
Eh ben, c'était bien une Vénusienne dans sa vie. Elle avait été éduquée comme ça, et c'était, semble-t-il, si l'on regarde son ciel de naissance, également son caractère. Malheureusement, on voit ici que Vénus est mal reliée ici à Uranus. Pardon, est bien reliée à Uranus. On voit en revanche Vénus ici mal reliée à Neptune. Alors, Vénus mal reliée à Neptune, ça peut nous donner quelqu'un justement qui ne sait pas trop où s'arrêter. Dans le côté, j'apprécie les bonnes choses, tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable. Et il y a un côté sans limite avec Neptune ici, qui se trouve en carré. Alors qu'est-ce qu'on voit sinon quand on regarde ce ciel de naissance? On voit ici, vous voyez ces 3 traits bleus ici, qui relient des planètes situées dans des signes d'eau. Alors on y voit ici le Cancer, dans lequel se trouvait son ascendant. Alors le Cancer est en général lié à la famille et à l'histoire, au terroir. Alors on sait qu'elle n'a jamais pu vraiment couper les ponts avec son Autriche natale. Elle en gardait toujours un attachement, pas étonnant avec le signe du Cancer valorisé. Le signe du Cancer, le signe du Scorpion où se trouve ici le Soleil, et puis ici Uranus dans le signe des Poissons. Le Poisson ici abrite ici le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est l'endroit, le point vers lequel on va dans la vie, le destin, on pourrait dire ça, la destinée ou l'activité vers laquelle on va. Alors ici en Poisson, ça peut être quelque chose d'assez trouble et de pas très net. On y trouve d'ailleurs Uranus, symbole de révolution. Alors là, pour le coup, ça sera à prendre au sens littéral, la révolution. Ici, dans le signe des Poissons, un signe de dissolution. Eh bien, tout cela, c'est pas très bon. Surtout avec un carré ici entre Uranus, qui nous parle d'événements subis, inattendus, révolutionnaires, et ce signe est mal relié malheureusement au terrible Pluton, qui nous parle de choses qui arrivent à leur fin, de ténèbres, de plonger dans les ténèbres. Pour le mieux, dans une transformation, mais pour le pire, une plongée dans les ténèbres dont on ne ressort pas, ou en tout cas pas vivant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans son ciel de naissance? On voit la Lune qui représente comment on se sent en soi-même, ses émotions, ses états d'âme. Cette Lune ici est en Balance. Encore un signe artistique, un signe d'art. On cherche l'équilibre, on cherche le beau, le bien. On cherche pas des choses forcément très profondes. On cherche à ce que les gens s'entendent bien, à ce que l'environnement soit joli. Lorsqu'on a la Lune en Balance, c'est ce qu'il faut pour qu'on se sente à l'aise. On a besoin d'un environnement qui soit doux, qui soit agréable, qui soit fait de choses sympathiques. Malheureusement, cette Lune ici est très mal reliée, d'une part à Saturne. Alors, Lune-Saturne, c'est souvent caractéristique de frustration et de carence affective. Alors, pas toujours, parfois ça peut être surmonté lorsqu'il y a un bon aspect ici qui permet de débloquer les choses, mais là, c'est pas le cas. Et on voit également la Lune mal reliée ici par un carré à Mars. Mars, c'est souvent une hostilité, une confrontation. Et la Lune, ça peut signifier la foule. On pourrait donc avoir ici une foule hostile. Ce fut le cas pour Marie-Antoinette qui a grosso modo porté le chapeau pour tout ce qui allait mal dans le pays. Voilà ce qu'on peut dire en survolant ce ciel de naissance. Alors maintenant, on peut peut-être tenter un tirage de cartes. D'abord avec un tarot pour voir ce que le tarot peut nous dire de sa vie. J'interroge mon tarot baroque. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage de cartes au sujet de Marie-Antoinette, dernière reine de France et des Français? D'abord, au centre du jeu, on voit le soleil. Le soleil, symbole de royauté. Évidemment, c'est pas une surprise et c'est tout à fait logique. On est bien dans le sujet. Qu'est-ce qu'on y voit du côté plutôt du début de sa vie? Eh bien, on voit l'ermite.
C'est-à-dire que très jeune, les difficultés ont commencé pour elle. Avec l'ermite, on voit quelqu'un qui s'éloigne, qui s'en va. C'est bien ce qu'elle a été obligée de faire à 14 ans, quitter son Autriche natale pour aller vers un inconnu auquel on l'avait marié sans lui demander son avis, et puis vivre son destin dans un autre pays, s'exiler. C'est bien, ça correspond bien à cette image de l'ermite. Elle y retrouve donc le dauphin, et puis 4 ans plus tard, ils deviennent, à la mort du roi précédent, eh bien, roi et reine, tous les deux. On a donc le soleil. On accède on pourrait dire au statut social le plus prestigieux de l'époque en France, le statut de roi et reine. On rayonne. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec la papesse? Qu'est-ce qu'on voit? La papesse nous montre quelqu'un qui observe, quelqu'un qui prend des notes, et quelqu'un qui cogite et qui échafaude des plans. Alors moi j'y verrais ses ennemis, qui dès le début, dès son arrivée, avant même qu'elle soit reine, la voyaient d'un mauvais œil, et se sont dit, alors si on peut le dire maintenant avec nos mots à nous d'aujourd'hui, se sont dit, toi ma cocotte, tu n'y connais rien, on t'aime pas, on va se faire un plaisir de faire tout ce qu'on peut pour te dégommer. C'est comme ça que je verrais la papesse, des tas de complots, des tas de rumeurs nauséabondes, sordides, même pire que ça, répandues. Alors peut-être que certaines étaient vraies, personne n'est parfait, mais on sent très bien, on saisit très bien qu'il y a eu une exagération, et puis que c'était le bouc émissaire parfait pour porter le chapeau de tous les maux, tout ce qui n'allait pas dans la société. Donc j'y verrais ça avec la papesse, des gens qui se sont dit on va prendre le temps de se venger, de monter des cabales contre toi. Alors il y a eu entre autres l'affaire des colliers, du collier, le fameux collier avec lequel elle n'avait rien à voir, ce n'est pas du tout elle l'instigatrice, mais ça a terni quand même sa réputation. En carte défavorable, sous la carte royale du soleil, la roue de fortune. Bah oui, à partir du moment où elle est devenue reine de France, déjà même avant, il y avait une solide hostilité contre elle, mais à partir du moment où elle est devenue reine, c'est là que tout a commencé à se déglinguer de plus en plus. L'hostilité n'a fait qu'augmenter au point de tourner rapidement à l'injure vraiment contre elle. Et puis ça a grosso modo scellé son destin, puisque dans les événements politiques qui ont suivi, eh bien on l'a montré du doigt, elle et son mari, le roi, ils ont, on pourrait dire, payé. Voilà. En carte favorable, le jugement. C'est peut-être le jugement qu'on a, nous, maintenant, avec le recul. On se dit que finalement, cette pauvre femme, en tout cas qui était très jeune lorsqu'elle a été mariée, qu'elle est arrivée en France, ne maîtrisait pas grand-chose. On lui en a voulu dès le départ, enfin en tout cas à la cour. Très vite, il y a eu de l'hostilité contre elle. C'était peut-être pas justifié. Alors politiquement, c'était peut-être justifié, mais du point de vue de la personne, pas sûr que ça soit justifié, pas sûr non plus qu'elle ait commis des crimes aussi horribles que ceux qu'on lui reprochait à l'époque. Et puis, on n'a pas eu l'impression qu'elle y soit pour grand-chose dans la ruine de la France. Elle y a peut-être contribué un petit peu avec des dépenses inconsidérées, mais à 7% du budget, c'est quand même pas ça qui a causé la ruine de la France. Alors c'est peut-être le jugement que nous, on a maintenant avec ce recul. On a la tête froide par rapport aux gens qui étaient à l'époque, qui vivaient à l'époque, et qui devaient trouver un responsable ou une responsable. Celle-là, la rapportée l'étrangère,
C'était la cible facile, en quelque sorte. Surtout que la pauvre ne savait pas comment se défendre, s'y prenait très mal. Elle n'aimait pas l'étiquette, donc elle ne s'y pliait pas. Et donc on disait, c'est une bonne à rien, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, en plus qui est gourde, qui ne comprend rien. C'est vraiment la nulle de service, quoi. À l'époque, grosso modo, c'était l'idée. Et en plus, une débauchée, une traînée, etc. Eh bien maintenant, on n'a pas du tout ce regard-là, enfin en tout cas beaucoup moins. On pense que c'est quelqu'un qui avait été éduqué pour vivre une vie superficielle, frivole, et laisser les choses importantes à son mari, au roi, et ne pas le gêner. Eh bien finalement, c'est ce qu'on lui aura reproché. On a une autre vue, donc maintenant, de cette femme. Alors ici, plutôt donc vers la deuxième partie de sa vie, la fin de sa vie, on pourrait dire, la papesse, on voit avec la papesse donc des gens qui complotent dans l'ombre, qui cogitent dans l'ombre, peut-être pour monter des cabales contre elle. Le monde montre l'importance aussi que tout cela prend. Ça a des répercussions au-delà des frontières. C'est ses liens également avec son Autriche natale, mais également d'autres pays qui peuvent avoir intérêt à ce que la monarchie se porte mal, à ce que le pouvoir se casse la figure. C'est possible aussi. Alors ça peut être également aussi une image pour la fin de sa vie, puisqu'on voit ici le personnage qui s'apprête à passer une porte pour passer d'un espace à un autre espace. On la voit ici, on pourrait la voir ici s'apprêtant à passer dans, littéralement, l'autre monde, avec la guillotine. Alors, est-ce qu'une autre carte pourrait nous dire quelque chose? L'impératrice, ça pourrait être sa mère, l'impératrice, qui aura fait tout ce qu'elle aura pu pour aider sa fille. Elle l'aura utilisé comme instrument politique pour aider son pays, puis elle aura envoyé son frère à la rescousse lorsqu'elle a vu que les choses tournaient mal pour le couple du dauphin et de la dauphine. Finalement, Marie-Antoinette aura rejoint son impératrice de mer dans l'au-delà. Ok. Essayons de voir avec l'oracle des personnages ce que ce jeu suggère de la personnalité, du caractère de Marie-Antoinette. Alors, que peuvent nous dire ces cartes au sujet de Marie-Antoinette? On a d'abord la carte du justicier ou de la justicière. Lorsqu'on a l'ambition d'être un justicier, c'est qu'on essaye d'être juste, d'avoir l'opinion juste, le geste juste. C'est bien ce à quoi elle a été éduquée. En tant que femme à cette époque-là, on lui demandait de ne pas se mêler des affaires politiques, par exemple, des hommes, mais d'essayer d'avoir l'image qui convenait, le ton juste, l'apparence juste, etc. On voit ensuite cette carte de l'arbitre. L'arbitre, par définition, il ne prend pas part au débat. Là encore, c'est comme ça qu'elle avait été éduquée. On lui disait grosso modo, tu es reine, donc ton rôle n'est pas de prendre des décisions, ni d'influencer, mais de siéger, d'être un soutien pour ton mari, et puis de gérer les choses plus frivoles. Là encore, elle s'est parfaitement pliée à ce rôle. Enfin, peut-être du côté de la fin de sa vie, on voit cette carte du robot. Malheureusement, quelqu'un qui était sans doute assez sensible, muet, comment on pourrait dire ça, quelqu'un qui était au départ peut-être un peu sentimental. On voit ça avec son ciel de naissance, on voit ces signes d'eau qui sont tous habités avec ce trigone. On peut penser à quelqu'un, oui, d'assez sentimental, d'assez sensible. Eh bien, à la fin de sa vie, avec tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a dû encaisser, et puis les mauvais traitements, les brimades jusqu'à sa fin, eh bien, ça a dû forger un caractère qui a dû se résoudre sans doute à
mettre en cage un peu ses émotions, peut-être, et puis à se plier à ce qu'on attendait d'elle pour finalement agir comme un robot, aller dans le sens de ce que voulait la foule, les révolutionnaires, et puis ne plus manifester de désir, d'envie, de fantaisie personnelle. C'était ce qu'on lui avait reproché auparavant. Et puis devenir une personne froide, sans âme, comme un robot. En carte favorable, cette carte de la brute. Alors moi je comprendrais cette carte en jouant sur le mot brute, en pensant à quelqu'un qui avait une personnalité assez brute, mais sans, pas du côté brutal, mais plutôt brute de décoffrage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait plutôt les choses simples. On le voit avec le petit village, le hameau qu'elle avait fait recréer. C'était une amoureuse des choses de la nature, des choses simples, et également des jolies choses, du jeu, des sorties, voilà, toutes choses où on est plutôt spontané, on est un peu brut de décoffrage. Alors on nous dit que c'était un bon aspect de sa personnalité, avec cette carte en position favorable. En position faible, on a cette carte du comédien. Et oui, elle n'a pas su jouer la comédie du pouvoir. Elle n'a pas su se glisser exactement dans le rôle qu'on attendait d'elle. C'est-à-dire une reine un peu hautaine, un peu froide, respectant complètement l'étiquette, concernée par le pouvoir, etc. Pas du tout. C'était quelqu'un de beaucoup plus simple, de beaucoup plus enjoué, parfois un peu fantasque, et qui aimait se divertir, à faire des choses simples. Eh bien, ça ne convenait pas du tout, et c'est bien ce qu'on lui reprochait. Elle aurait dû apprendre à jouer la comédie et endosser ce rôle d'une reine froide, distante. Mais elle n'a pas su faire ça. Malheureusement, ça lui a été fatal. Alors du côté donc ici de la fin de sa vie, on a cette carte du robot, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est quelqu'un qui avait sans doute compris qu'on ne lui passerait plus rien, donc c'était plus la peine d'exprimer sa fantaisie ou ses désirs, ses souhaits. On lui demandait juste d'agir comme on souhaitait qu'elle agisse, c'est-à-dire comme un robot. Ma foi, une fois qu'on a atteint ce stade, on peut laisser son esprit partir dans un autre monde. Elle est d'ailleurs partie en paix, on pourrait dire, avec sa conscience, avec ces derniers mots que je vous ai lus en introduction, des mots je trouve je trouve qu'ils sont très touchants. On y voit quelqu'un qui sans doute ne voulait de mal à personne, n'a jamais voulu de mal à personne, regrette d'avoir fait du mal si elle a pu en faire, en disant que ça n'a jamais été intentionnel, et qu'elle pardonne en plus à ceux qui, eux par contre, intentionnellement, ont tenté de la déglinguer de tous les moyens possibles, et y sont parvenus. Eh bien, c'est quand même une sacrée abnégation que de parvenir à pardonner ça, et pour partir en paix. C'est ce que je retiendrai de cette carte du zen. Alors voilà ce que les cartes pouvaient évoquer de Marie-Antoinette, de même que le survol de son ciel de naissance où on a également des éléments intéressants. Tout cela est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi ce tirage de cartes et ce rapide coup d'œil sur son ciel de naissance.